Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Nous parlerons ce soir de cet embrasement qui gagne toute la région du Moyen-Orient et de la mer Rouge ou du Golfe arabique ou Persique. On verra ce que les puissants de ce monde voudront en faire. Après avoir réduit Gaza en champ de poussière, les États-Unis et leurs alliés s'en prennent à présent au Yémen. Ils bombardent sans hésiter des villes yéménites. De son côté, la Syrie et le Liban sont aussi bombardés entre deux raids à Gaza. L'Irak qui demande le retrait définitif de toute présence militaire américaine sur ces terres est à son tour ciblée. En Iran, on provoque des discordes avec le Pakistan et le tour est joué. En plein dans le chaos créatif. Mais où est le droit international dans toute cette anarchie? Le monde se gangstérise et les puissants de ce monde s'autorisent toutes les infractions et les dépassements. Quant au droit international, eh bien, on le réserve pour les moins nantis pour leur apprendre à obéir. Mesdames et messieurs, bienvenue, le débat est lancé. Alors, comme on le disait, pour en parler avec nous, nous recevons avec toujours beaucoup de plaisir Monsieur Michel Rimbaud. Monsieur Michel Rimbaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Monsieur Michel Rimbaud, que vous êtes ancien diplomate, ambassadeur de France en Afrique, de Mauritanie, puis au Soudan et même au Zimbabwe. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont Les guerres de Syrie aux éditions Glyphane. Monsieur Michel Rimbaud, alors pour commencer, que se passe-t-il? Est-ce que le monde est devenu fou? Est-ce que les États-Unis, qui ont toujours appelé depuis le début des frappes sur Gaza à ce que le conflit ne s'élargisse pas justement sur les régions limitrophes et donc aujourd'hui prennent si vous voulez, eux, le bâton de pèlerin pour aller bombarder ici et là. Alors, tantôt, c'est du côté du Yémen pour les Américains et leurs alliés. Tantôt, c'est du côté de la Syrie et du Liban pour la tâche qui est donc, si vous voulez, assignée à l'entité sioniste. Que faut-il en penser? Je pense que c'est le comportement des États-Unis d'Amérique depuis fort longtemps. C'est-à-dire un principe simple, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, surtout. Et effectivement, je crois que les États-Unis ont un point commun avec leurs protégés ou bien leurs collègues, leurs complices israéliens, c'est qu'ils se considèrent au-dessus des lois et qu'ils considèrent que le droit international, c'est pour les autres, mais que pour eux n'ont pas du tout à le respecter, puisqu'ils sont les principaux acteurs de sa démolition et de sa destruction. Alors, donc, on ne peut s'étonner de rien, mais on est toujours surpris quand même si on ne s'étonne de rien, on est toujours surpris par le cynisme des autorités du gouvernement américain, comme d'ailleurs du gouvernement israélien pour l'instant, mais enfin, en règle générale, d'ailleurs, quand je dis pour l'instant, c'est un instant. L'instant, c'est bien ce qu'il faut constater. Les Américains, donc les États-Unis d'Amérique, sont un État voyou, sont un État gangster, et de même, leurs protégés ou bien leurs collègues ou leurs inspirateurs, ils ont leur enfant chéri, l'État d'Israël est également un État gangster et un État voyou. Et donc, entre État gangster et État voyou, eh bien, il y a une communauté d'intérêts, de comportements que nous voyons à l'œuvre, notamment à Gaza. Oui, très bien, justement, parce que tout ça, c'est en fond de toile, c'est ce qui se passe réellement à Gaza. Monsieur Michel Rimbaud, est-ce que c'est sage aujourd'hui d'ouvrir plusieurs fronts alors que la situation est déjà assez catastrophique, à savoir sur Gaza? Aujourd'hui, c'est le Yémen qui est un front nouveau, et puis il y a aussi le flanc sud donc, du Liban, pardon. Et donc, autant de fronts, est-ce que c'est sage aujourd'hui d'ouvrir tous ces fronts, alors que depuis le début, que ce soit Anthony Blinken ou le président américain avait dit que nous tenons à ce que le conflit ne s'élargisse pas aujourd'hui. Est-ce que c'est sage ou bien est-ce que c'est programmé, planifié? À mon avis, c'est planifié, c'est programmé, parce que encore une fois, il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait. Je crois qu'en réalité, les événements du 7 octobre ont été déclenchés par la résistance palestinienne. Globalement,
Donc, pour mettre fin à une situation intolérable et un génocide qui est en cours depuis fort longtemps, qui ne disait pas son nom, mais qui le dit maintenant et qui apparaît aux yeux de tout le monde, et qui est dénoncé comme tel par la majeure partie de la communauté internationale. Je crois que c'était un déclenchement des hostilités. Ça, on a tenté de le présenter comme l'Occident, mais l'accent en insistant, en qualifiant ça de l'attaque terroriste du Hamas, une attaque intolérable, et donc qui donnait un droit de légitime défense à Israël, il n'en est évidemment rien. La guerre, le problème palestinien, les agissements d'Israël et la négation du droit international par Israël, et le refus de coexister, y compris dans le cadre d'un plan de partage injuste, n'a jamais été accepté par Israël, et la guerre entre les deux parties, entre Israël et les Palestiniens, n'a pas commencé le 7 octobre, rappelons-le et redisons-le une énième fois, il dure depuis au moins 70 ans, depuis le plan de partage et depuis la création de l'État d'Israël. Et il y a un génocide rampant, qui est maintenant même plus rampant, c'est un génocide ouvert, avoué, qui s'affiche ainsi, y compris dans la bouche des dirigeants israéliens, qui vise à détruire disons, Gaza complètement, la rendre inhabitable, en faire un champ de ruines, un gigantesque cimetière qu'on voit sur toutes les images, et dans le but de faire fuir le peuple palestinien, que ce soit une zone inhabitable qui servira de terrain de jeu, dirais, à de nouveaux colons. Mais c'est ça le but de la mission israélienne. C'est ça l'opération Israël. Le but d'Israël, c'est celui-là. Alors après, quand les Occidentaux interviennent, disons que ce soit les États-Unis ou bien l'Union européenne, par la voix de M. Joseph Borrell, par exemple, dont on notera les déclarations ces temps derniers, et le plan global de l'Union européenne est durable, soi-disant, qui n'est pas un plan et qui est manifestement qui n'est pas un plan juste, puisqu'il prend en compte avant tout les intérêts d'Israël et assez peu. Il est complètement à côté de la plaque en ce qui concerne le problème palestinien et les revendications et la réalité du problème palestinien. Eh bien, je crois que si on prend également les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, qui était à New York pour le Conseil de sécurité, puisque la France préside le Conseil de sécurité, et en prenant connaissance de ces déclarations, c'est vraiment un petit peu surréaliste, sous des couverts d'humanité, dit-il, de justice et de responsabilité face au risque d'extension du conflit. Eh bien, c'est un soutien complet à Israël. Il y a manifestement pour la France, il n'y a qu'Israël qui est intéressant, et les Palestiniens ont fait mine. Il est complètement illusoire de parler d'une position équilibrée, que la France serait une amie désormais des Palestiniens, et il ne prononce pas le mot de génocide alors que toute la planète le prononce. Lui, il n'est intéressé que de condamner avec plus ou moins de vigueur, et avec beaucoup de vigueur de préférence, parce qu'il estime qu'il n'y en a pas assez, pour condamner les agissements du Hamas et, disons, les exactions et les violences qui seraient pour lui l'essentiel de ce qui s'est passé à Gaza et qui donne le droit de légitime défense à Israël. Mais rappelons qu'Israël n'a aucun droit de légitime défense à Gaza, puisque c'est un territoire qu'il occupe, c'est un territoire sous son autorité, c'est un peuple qui a été usurpé, qui est opprimé, qui est victime d'un apartheid et d'un génocide depuis, disons, un certain nombre de dizaines d'années, depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Et le peuple palestinien, les mouvements de résistance palestinienne, ont un droit absolu à résister à l'oppression, à résister à l'envahisseur et à l'occupant.
et résister par tous les moyens. C'est sa légitimité. Oui, très bien, monsieur. Qui tient. Très bien, monsieur Michel Rimbaud. Alors, il y a aussi des questions qui se posent parce qu'on est en droit de se poser des questions. Depuis quelque temps, il y a une précipitation des événements tels que on peut que se poser des questions. Alors, un front au Yémen, un front en Irak, un front au Liban, en Syrie. Il y a aussi des embrouilles, pour ne pas dire autrement, c'est-à-dire carrément c'est la guerre, parce qu'il y a quand même des confrontations et des affrontements entre l'Iran et le Pakistan. Alors, autant de fronts qui perturbent, qui fragilisent cette région du Moyen-Orient. Les cartes sont en train de se redistribuer, Michel Rimbaud, avec tous ces événements qui s'enchaînent. Et pourquoi, surtout, va-t-on si vite en besogne? Qu'est-ce que cela cache? Bien, je pense que c'est un petit peu la technique des États-Unis, lorsqu'ils ne parviennent pas à leur fin, d'allumer des foyers. Et puis, quand ça ne marche pas, eh bien, on étend le désordre et le chaos. Puisque quand même, il ne faut pas oublier que la théorie du chaos et la volonté de chaos est une des lignes maîtresses de la politique des États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années, notamment depuis la chute de l'Union soviétique et depuis 1990, depuis la disparition de l'URSS, et encore plus depuis l'an 2000, depuis les attentats du 11 septembre, la guerre contre la terreur. C'est le chaos étudienne. Bon, et c'était voulu par les États-Unis. Disons, après avoir détruit la Libye, eh bien, on assumait la destruction de la Libye et le désordre est installé et la Libye ne s'en est jamais remise et le chaos a été installé dans toute la zone, mais ça peu importe. On invoquera toutes les raisons possibles et imaginables, mais jamais la volonté d'établir le chaos. Je crois qu'il y a un petit moment, depuis la guerre de Syrie notamment, et vu les échecs répétés quand même de la politique américaine dans ce grand Moyen-Orient finalement, et dans la région au sens large, dans le monde, face au monde arabo-musulman notamment, je crois que les États-Unis n'ont jamais caché leur ambition d'étendre le chaos de plus en plus et de créer finalement des printemps arabes qui soient plus ou moins arabes, mais disons de façon continue. Et là où il n'existe pas, d'en provoquer pour que, au fond, que la région soit le théâtre d'un gigantesque printemps arabe, c'est-à-dire d'un gigantesque chaos qui le rend ingouvernable et qui le rend désordonné et qui le met hors la loi, mais qui permet aux États-Unis de parvenir à leur fin, puisque les États qui sont objets de ce chaos ne peuvent plus, disons, ne s'en sortent plus et ne voient pas d'issue à leur situation. Alors, ce qui s'est passé à Gaza, je pense que quand même, il ne faut pas mésestimer l'impact que ça a eu. Et c'est quand même une réussite pour le mouvement palestinien, la résistance palestinienne, parce que bon, le prestige de l'armée israélienne, on a subi quand même un terrible coup. Ensuite, disons, on ne peut pas dire bien sûr qu'il y a tout ce génocide qui est à Gaza, et je ne mésestime pas du tout, mais le génocide a provoqué un mouvement de solidarité envers le peuple palestinien qui est vraiment prodigieux dans l'ensemble de la planète, y compris et notamment dans les pays occidentaux, ce qui était imprévu depuis longtemps, on l'attendait, mais disons, il s'est déclenché. Et ensuite, je crois qu'Israël a découvert qu'il était très, très, disons, vulnérable, que son armée n'était pas du tout invincible, et que son prestige en avait pris un grand coup. Et qu'en plus, que cette armée qui se dit la plus puissante, qui se considère la plus puissante de la région, qui est une puissance nucléaire, eh bien, n'est jamais arrivée à aucun de ses objectifs. Et actuellement, la résistance continue à résister. Et c'est ça qu'on doit noter. Par contre, on doit signaler que l'extension des fronts, c'est une volonté de la résistance, à juste titre, finalement, de l'étendre à toute la région, parce qu'il y a un front de la résistance dans la région qui comprend les mouvements palestiniens, mais aussi qui comprend la Syrie, qui comprend l'Irak, qui comprend le Hezbollah libanais, qui comprend l'Iran, et des mouvements irakiens, tels que le Hashd al-Sha'abi, etc., etc. Il y a tout un front de la résistance, et on note que c'est ce... Et le Yémen et ses Houssites. Et donc, ce sont tous ces éléments qui composent le front de la résistance qui sont désormais à l'œuvre, d'une œuvre solidaire.
Alors ça paraît, c'est pas désordonné du tout, c'est coordonné et je pense que ça a pour résultat de faire quand même trembler l'État d'Israël et disons l'Occident. La Mhm. preuve, les réactions violentes de l'Occident et de l'État d'Israël. Mais c'est Oui, pas du tout une résistance vaine. oui, très bien. Et comme on dit, peut-être anarchique. Ce n'est pas du tout le cas. En tous les cas, ça a été démontré sur le terrain et ça l'est encore tous les jours que Dieu fait. Une question qui s'impose aujourd'hui. Alors, le front s'est élargi également en Irak. Et comme la géopolitique nous a appris que le hasard n'existe pas, Michel Rimbaud, ces bombardements américains sur l'Irak qui, donc, pour soi-disant éliminer les mercenaires ou les milices iraniennes, le Hashd Shabi, donc, est-ce qu'ils ne sont pas tout à fait étrangers par rapport à la demande de l'Irak pour que ces troupes américaines quittent complètement le territoire, car les autorités irakiennes jugent qu'elles n'ont plus lieu d'être et que leur fonction est terminée, ou est-ce également pour mettre à mal l'Iran? Oh, il y a les deux. Mm. Je crois que, d'une part, bien évidemment, que l'Irak, et il est tout à fait dans son droit, de demander le départ de toutes les troupes américaines qui se trouvent illégalement en Irak, comme elles se trouvent illégalement en Syrie, par exemple. Oui. Bon. Alors, donc, demander le départ des troupes américaines, c'est une vieille revendication, d'autant plus méritoire pour le gouvernement irakien qu'on se permettra de rappeler quand même qu'au départ, il doit son existence, le gouvernement irakien actuel doit son existence finalement à l'occupation américaine, mais je pense que le gouvernement irakien a réussi à se dépêtrer de cette mainmise américaine et je crois qu'on doit lui rendre cet hommage et on ne lui reprochera pas de s'appuyer sur des forces, sur le Hajj des Shahabi et sur d'autres, des éléments qui sont favorables à l'Iran pour des raisons qui sont peut-être confessionnelles, mais qui sont valables quand même. Je crois que le gouvernement irakien est parfaitement en droit de demander le départ des troupes américaines qui sont en présence illégale. Alors les Américains ripostent et estiment, vont prendre ça, ils ne répondent pas du tout à la question de savoir si leur présence est légale ou illégale. Mhm. Eux, ils estiment qu'il faut l'Irak favorise ainsi le terrorisme et que donc cette action doit être contrée. Mais c'est évidemment une façon de truquer la situation et de renverser un petit peu le fardeau de la preuve. Oui. Alors c'est vrai, l'extension des fronts, je pense que de même pour le Liban, c'est le Hezbollah, l'Iran, il a le dos large parce qu'effectivement c'est un pays important dans la région et il exerce peut-être, il a beaucoup d'amis dans la région, notamment il en a en Irak, différents pour des raisons diverses, pour des raisons humaines et politiques de longue date et des régions perdues. Mais également, il y a son alliance avec le Hezbollah, qui est le parti chiite du Liban et qui est la colonne vertébrale qui reste au Liban. S'il n'y avait pas de Hezbollah, il n'y aurait plus de Liban, il y aurait plus de Liban depuis longtemps, je crois bien. Mais il y a un Hezbollah, c'est lui qui donne toute Alors, une petite sa colonne épine, oui. vertébrale, son esprit de résistance. Il y a aussi une volonté, Michel Rimbaud, de casser donc, tout mouvement. Oui, allez-y. Oui. Je dirais que tous ces éléments de la résistance sont une action coordonnée. Les Houssites, par exemple, c'est un mouvement chiite, disons, qui se manifeste, qui contrôle le Yémen, mais on découvre maintenant qu'il y a une bonne partie, il y a la moitié de la population yéménite qui est chiite, et donc les Houssites sont une émanation de cette partie de la population. Et en fait, bon, ils ont parti, effectivement, ils sont en alliance avec l'Iran, mais ils soutiennent la cause palestinienne globalement, puisqu'ils font savoir que lorsqu'ils attaquent avec succès, d'ailleurs doit-on dire, c'est une milice, mais ce sont des gens courageux, et ils obtiennent des succès en mer Rouge, et c'est-à-dire en plein dans une zone de navigation internationale, mais c'est leur droit le plus strict de préserver, c'est dans leur parage, c'est dans la région où se trouve le Yémen, l'Irak et des pays arabes. C'est pas du tout une zone qui appartient aux États-Unis d'Amérique ni à l'Union européenne. C'est une zone qui est, disons, j'allais dire, qui c'est une mer intérieure qui appartient aux pays arabes et à quelques autres pays comme l'Éthiopie, etc. Mais disons, c'est le droit des puissances riveraines
d'essayer de maintenir leur contrôle et d'empêcher les ingérences extérieures et éventuellement, si ça nuit à leurs intérêts, eh bien, de faire en sorte que de perturber, c'est le moyen, comme était par exemple les actions sur le prix du pétrole, eh bien, de jouer sur les éléments de géopolitique qui sont à leur portée. Ils ont le droit de résister. Justement, Monsieur Michel Rimbaud, vous parlez de droit et c'est très important en ce moment d'écouter ou d'entendre ce genre de propos, c'est-à-dire le droit de résister. Alors, nous avons Hamas qui est qualifié par l'Occident comme étant un groupe terroriste. Ce sont des terroristes. Nous avons les membres de Hashd al-Sha'bi qui sont accusés d'être des troupes iraniennes, même si c'était le cas. De toute façon, ils défendent un territoire parce que, autrement dit, il y aurait eu ce qu'on appelle les Daeshistes. Ce sont aussi des terroristes. Au Liban, Hezbollah est, disons-le, presque un parti qui ne sera pas reconnu puisqu'il est également plutôt menacé, pas menacé, mais plutôt accusé d'être sous le joug de l'Iran. Donc tous les mouvements de résistance qui sont dans cette région sont pointés du doigt, sont donc stigmatisés. Il y a quand même une volonté de diaboliser toute action de résistance dans cette région pour... disons-le, pour euthanasier toute velléité de réaction ou velléité de refus. Oui, c'est un classique. Le fait tous les oppresseurs de la planète et toutes les puissances qui occupent un territoire qui ne leur appartient pas, tous les États qui occupent un territoire qui ne leur appartient pas et qui se heurtent à une résistance, la dénonce comme étant terroriste. Tous les pays ont connu ça, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France est bien placée, par exemple, devrait savoir que toutes les résistances du monde sont qualifiées de terroristes par la puissance occupante ou par la puissance, par l'agresseur. Oui. Eh bien, disons, c'est le principe qui est appliqué exactement, qui s'applique, disons, au Moyen-Orient. Et dans tous les cas que l'axe de la résistance, toutes les forces de l'axe de la résistance, qu'il s'agisse de l'Iran, parce que c'est une grande puissance de la région, et qu'elle a un petit peu pas des ramifications, mais qu'elle a des fidèles dans cette même région, je pense que toutes ces portions de l'axe de la résistance qui agissent de façon coordonnée, eh bien, sont globalement considérées par des terroristes, par les Occidentaux, parce que les Occidentaux, c'est pas ça leur tasse de thé. Les Occidentaux, au Moyen-Orient, malgré le vocabulaire et les précautions de langage qu'ils peuvent prendre parfois, ils n'en prennent pas beaucoup, mais c'est des mensonges. Eh bien, l'axe de la résistance, c'est l'ennemi. Merci beaucoup. Ils ont pour ennemi l'Occident. L'Occident ne comprend rien du tout à cette question de la résistance et ne veut pas le comprendre. Ce qui l'intéresse, c'est la défense, la sécurité d'Israël et le plan d'Israël. Merci. Et je crois que brièvement, Monsieur Michel Rimbaud. Les États-Unis ont décidé qu'ils devaient aider Israël, qu'ils protégeraient Israël coûte que coûte, jusqu'à ce qu'ils aient mené la mission à bien, notamment le génocide en Palestine. Même si ça devait... Même si ça doit les emmener vers un suicide certain. En tous les cas, merci beaucoup pour cet éclairage, Michel Rimbaud. Je vous rappelle que vous êtes ancien diplomate, ambassadeur de France en Mauritanie, au Soudan, au Zimbabwe. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Vous vous êtes occupé également du Moyen-Orient, en l'occurrence la Syrie. L'ouvrage intitulé donc « Les guerres de Syrie » que je conseille vivement. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain pour un autre rendez-vous de l'Échiquier international. Au revoir.